enregistrer sur cet ordinateur. Voilà, c'est parti. Donc, le langage XML donc, que l'on voit aujourd'hui, contrairement à… alors, on part du langage HTML de base qui donc, a été défini, comme je le disais, pour permettre de diffuser de l'information sur Internet et sur le web. Et donc, cette diffusion, elle se fait par un langage structuré à base de balises, donc le langage HTML, et ces balises vont expliciter la structure de l'information. Donc, par exemple, pour dire que sur sa page, on va avoir un premier titre de niveau 1, ensuite un paragraphe, une image, un tableau, etc. Et donc, ce langage de balises est fermé dans le sens où il y a un certain nombre de balises qui ont été définies par un consortium qui s'appelle le W3C, son auteur principal étant Tim Berners-Lee, donc à l'origine un peu du web pour le coup, et d'un certain nombre de technologies du web qui découlent depuis, avec son équipe de recherche, il n'est pas seul. Et donc un langage fermé où on a des balises qui expriment quelque chose. Et donc le langage prédéfini, si on veut représenter une information sous forme d'un titre, par exemple, on va utiliser donc une balise précise qui va être H1, H2, H3, H4. Si on veut une image, c'est IMG, et ainsi de suite. Donc voilà, un langage prédéfini uniquement fait pour diffuser de l'information sur le web. Mais dans différents domaines, et notamment dans le monde de la documentation, et notamment pour les bibliothèques, mais qui étaient à l'origine aussi de ces demandes, mais loin d'être le seul domaine concerné, à un moment donné, un besoin s'est apparu de pouvoir échanger de l'information, mais sans forcément la mettre en ligne et la mettre en forme. On voulait structurer de l'information pour de l'échange, et pour un certain nombre, pour de la structuration, pour de la description, et pour de l'usage ensuite automatique via des outils de recherche d'informations ou de traitement d'informations notamment. Et donc, le HTML, là, il ne suffisait pas parce que nous, on ne voulait pas forcément la mise en forme, mais simplement la description du sens des informations à décrire, et puis l'apport du sens, pardon, à des informations à décrire, pour ensuite pouvoir les changer. Et donc, le langage XML est apparu, a été donc défini pour répondre justement à ces besoins un peu différents, autres que de la mise en forme. Donc, notamment pour décrire l'information, ensuite pour échanger de l'information, pour valider les informations en termes de structure. Donc, on verra dans des exemples rapides que ça va nous permettre de valider un petit peu justement du sens que l'on souhaite apporter à cette information. Et puis également de mettre en place des traitements informatiques dessus par des algorithmes pour pouvoir traiter l'information, et soit pour rechercher de l'information dans un gros volume de données structuré en XML, soit pour ensuite pouvoir la transformer dans une mise en forme particulière. Et à terme également pour afficher de l'information. Donc on a beaucoup de données structurées en XML, et puis on souhaiterait pouvoir en afficher quelques-unes sur un site internet pour répondre à une requête précise. Donc, je vais rapidement montrer des exemples. Là, c'est les besoins qui découlent de l'avènement de ce langage XML. Et donc, si on prend, du coup, alors en termes d'historique, sans le détailler, on arrive à… on a du HTML dans les années 90, et puis fin des années 90, on a ce fameux besoin de structuration qui devient très fort, et donc le langage XML est créé. Si je vous montre concrètement un exemple, vous allez voir, pour entrer, je vais revenir ensuite sur des petites parties plus théoriques, un petit exemple de langage XML, pour être sûr que l'on se… Ça, là, ici, là, ce que vous voyez ici à l'écran, donc là, je suis diapo 14, mais je vais revenir après dans les diapos précédentes. C'est juste pour, comme c'est beaucoup de mots que j'utilise, pour éviter de vous faire penser que ça va être quelque chose de compliqué. Ça, c'est un fichier XML. Et donc, on a des balises, comme pour le langage HTML, sauf que là, du coup, les balises, on n'est pas obligé de les codifier avec un langage prédéfini. On peut définir nos propres balises, ou alors s'appuyer sur une norme ou un standard de description défini par des experts pour décrire un type de données particulier. Donc, j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc là, ce fichier ici, on a donc des balises qui décrivent des données, et on a donc un ensemble d'informations qui en découlent. Là, concrètement, si vous regardez ce fichier, on est en train de décrire quel type d'information d'après vous? On parle de quoi là? Une localisation. Donc on a une localisation, effectivement. Et quoi d'autre? On est en train de décrire quel type d'information? Un plan?
Alors là, on a une adresse, hein, c'est clair. On a quoi d'autre? On a un arrêt de métro. Bon, On a un c'est un nom. lieu, c'est un lieu à rejoindre, un cinéma, quoi. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, on a l'impression qu'on est en train de décrire un cinéma avec un nom, une adresse et un métro. Et le langage XML, vous verrez qu'il sera, on peut le définir pour être compréhensible à la fois par l'humain, parce qu'on peut définir nos propres balises qui vont avoir du sens pour nous, et également pour la machine, parce qu'ensuite, on va pouvoir appliquer des traitements pour, moi, j'aimerais afficher, on imagine une liste de cinémas décrits comme ça dans un même fichier. Moi, j'aimerais connaître tous les cinémas qui sont près du métro Censier d'Aubenton, Ça par exemple. ressemble un peu ça ressemble un peu à la TEI, non? Exactement. En fait, la TEI, derrière, c'est du... vous n'avez pas fait de TEI dans la formation, hein? Non, moi, c'est dans une précédente formation que j'en ai fait. Ouais, bien sûr. J'en ai fait La dedans. TEI, en fait, c'est du XML qui est derrière. Ah bon? Ah oui, d'accord. Bon, Donc, la je n'avais pas TEI, suivi, pardon. non, non, c'est pas grave. La TEI, en fait, c'est une norme de description permettant de décrire des contenus documentaires qui s'appuient sur le langage XML. Mhm. Donc, c'est exactement ça. Sauf que, bon, on verra que là, pour l'instant, les premiers exemples, on peut tout décrire avec. Vous verrez que maintenant, quasiment autour de nous, à partir du moment où on parle d'un outil, d'un document numérique ou de données structurées en version numérique, derrière, il y a du XML. Vous verrez. Donc, voilà. Ça, c'est un document XML simple, mais qui donc déjà a du sens pour nous. On peut déjà rapidement comprendre de quoi on parle. Alors, je vais revenir dessus après. Je vais revenir dessus. Et donc, on a un langage XML, donc extensible, pour le coup, qui est un langage donc, de balisage structuré. On n'est pas dans la famille des de langages de programmation, etc. Donc, c'est dans un langage de balisage, comme pour le HTML, structuré et générique. Et qui vise à justement aller plus loin que le HTML dans la structuration de l'information pour l'apport du sens. Et par contre, on n'est pas du tout là dans une volonté de mettre en forme, hein, je le répète. Et à noter que le XML, il est partout. Vous verrez qu'on va le trouver partout maintenant. Dans ce que vous êtes en train de faire constamment ou régulièrement derrière votre ordinateur, lorsque vous créez des fichiers, en fait, derrière, vous êtes en train de structurer de l'information en XML. J'y reviendrai. Lorsque l'on est dans une bibliothèque et on s'appuie sur un travail, par exemple, vous êtes étudiant, vous allez vous connecter soit en ligne, soit sur les ordinateurs qui sont à la bibliothèque universitaire, par exemple, et vous cherchez des documents, donc à travers des métadonnées. Les métadonnées, derrière, sont structurées également à un moment donné en XML. Elles peuvent être codifiées dans une base de données, mais on a régulièrement des fiches notices descriptives structurées dans un langage, dans une norme de description, du Blincore ou autre, qui se formalise en langage XML. Et quand je vous dis que, du coup, alors, il existe beaucoup de technologies autour de ce langage, d'accord ? Et donc, on est parmi les familles des langages informatiques. On a les langages de programmation d'un côté, donc plutôt pour les développeurs, informaticiens, etc. Donc, nous, on n'est pas du tout là-dessus. Il y a des langages de requête pour faire des recherches d'informations. Donc là, on va y venir, nous, en base de données autour du langage SQL pour faire des recherches. Et puis, il y a les fameux langages de description, de balisage. Donc, famille de langages à laquelle appartient donc notre langage XML, qui permet de décrire et structurer un ensemble de données avec des règles et des contraintes précises. Alors, vous verrez que le langage, en 45 minutes, là, nous, on va le parcourir et il n'y a pas énormément de règles. On parle de 4-5 diapos de règles, il y a peut-être une dizaine de règles et points, quoi. Et ensuite, on utilisera des outils justement pour faire du XML qui nous aideront à structurer les documents que l'on créera. Donc, on peut utiliser ce type de langage pour décrire des livres d'une bibliothèque, une liste de chansons, de CD, mais en fait, on décrit maintenant un peu tout ce qui existe sur le web, en gros. Et je vais y revenir. Alors, on parle d'un langage de balisage parce qu'il y a des balises, générique parce qu'on peut définir un certain nombre de structures de balises plus ou moins complexes. Et puis, langage de balisage, avec une structure dite logique. Et donc là, on va s'appuyer sur un arbre. Je vous montrerai des exemples concrets après de ce que j'entends par arborescence, avec une arborescence. Et puis un langage qui est lisible à la fois par les humains et exploitable par les machines. Lisible par les humains parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va avoir des fichiers qui seront compréhensibles si on essaye de regarder en détail un peu ce qu'il y a dedans.
Et on va pouvoir nous définir nos propres balises pour qu'en tout cas, ils soient compréhensibles. Et puis par les machines, parce qu'on va pouvoir appliquer des traitements dessus, développer, ou l'équipe d'informaticiens développer des programmes, des algorithmes pour aller rechercher. Voilà, moi j'aimerais tous les cinémas. Je stocke dans un fichier XML la liste des cinémas avec les métros associés ou qui sont proches du cinéma de l'ensemble de la métropole de Lille, de Paris. Et puis, j'aimerais pouvoir, je dis Paris parce que Sancier-d'Aubenton, pour le coup, là, c'est à Paris. Et j'aimerais pouvoir faire une recherche. Moi, j'aimerais connaître tous les cinémas qui sont proches de tel métro. Et donc, on pourrait très bien codifier dans un langage donc cette requête si on a structuré les données en XML. Alors, je disais que c'est partout parce que ici, par exemple, dans cet exemple de cas d'application-là, on a un processus de développement, de conception, réalisation d'un projet dans une entreprise, quel qu'il soit. Donc, on a des spécifications avec des besoins qui sont exprimés. On imagine, par exemple, en base de données, je vous avais donné des besoins, et puis vous essayez de les comprendre et de les modéliser sous forme d'un dictionnaire, ensuite modèle conceptuel, ensuite modèle logique. Alors, lorsqu'on a l'analyse de ces besoins, on va rédiger un certain nombre de documentations, donc en document Word ou OpenOffice ou autre, et puis des documents Excel, etc. Derrière ces documents, en fait, pour ceux qui, il y en a parmi nous, je pense, qui ont connu donc les documents Office avec l'extension .doc. Et depuis 2003, on a l'extension .docx avec un X derrière. Et donc, c'est un exemple, mais qui est très représentatif de l'évolution des technologies depuis quelques années. En fait, le passage de .doc à .docx, c'est simplement le fait qu'au début, Microsoft Office avait donc son propre formalisme propriétaire et qu'il ne transmettait pas aux autres concurrents et autres partenaires éventuels pour pouvoir travailler. Donc, en caricaturant un petit peu, en étant un peu grossier pour le coup, il était impossible d'ouvrir un document .doc avec un autre logiciel qu'avec le logiciel Microsoft Office Word. Et puis, l'avènement d'Internet et puis du langage XML en fin des années 90 a fait qu'en fait, beaucoup d'entreprises et de structures publiques, privées, se sont mises à ouvrir, entre guillemets, leur code et leurs documents en s'appuyant sur le langage XML pour faciliter l'échange d'informations. Et Microsoft, par exemple, a dit, je donne cet exemple-là, mais ce n'était pas les seuls, ils se sont dit, mais si nous, on continue à avoir notre fameux langage propriétaire avec notre document .doc ou .xls pour les fichiers Excel ou .ppt pour les PowerPoint et ainsi de suite, si on reste comme ça, les autres n'auront pas pour ouvrir nos documents, alors que de plus en plus, les logiciels autres sont interopérables entre eux. Et si nous, on reste dans notre politique là bloquée, on risque de perdre le marché. Et donc, ils ont, comme beaucoup d'autres, ouvert les codes de structuration de leur type de document. Et donc, en fait, quand on a un .docx, maintenant, derrière, c'est tout simplement un document structuré en XML, en respectant un standard de description qui a été défini par Microsoft et qui indique que quand vous êtes dans Word, vous avez un titre 1, ça va être telle balise XML, titre 2, etc., etc., etc. Pour les fichiers XLSX, c'est pareil. C'est toute la structuration derrière est codifiée en XML. Si vous ouvrez avec un éditeur de texte vos fichiers XLSX ou DocX, vous verrez que derrière, vous aurez du XML pour le coup. Et c'est la même chose pour PPT, pour PPTX. Et donc, quand je dis que tout est XML, déjà, si cette grosse entreprise internationale a décidé de passer à ça, c'est que par ailleurs, déjà, beaucoup de structures commençaient à structurer leurs informations en XML pour les échanges. Et donc, lorsque l'on stocke des données dans une base de données, lorsque l'on utilise ces données directement sur le web, pour ensuite de l'échange, pouvoir, par exemple, vous travaillez dans une entreprise de journalisme et puis vous produisez de l'information, et donc vous travaillez avec des gens qui sont dans plein de pays différents, il faut que ça aille très vite pour que l'information soit diffusée sur le site. Avant, on passait par des courriers, ensuite on est passé par le téléphone, ensuite par Internet. Et bien en fait, si chaque centre qui produit l'information, la structure dans un standard XML prédéfini et tout le monde respecte ce même standard, il est très facile. Donc vous avez une nouvelle info, vous la structurez dans votre fichier XML avec titre, date, résumé de l'information, etc., etc. Vous l'envoyez à une personne qui centralise l'ensemble de ces informations qui arrivent d'un peu partout, toujours en respectant le même standard de description. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place des outils pour rapidement afficher ces informations sur le site web de la structure, parce que tout le monde utilise le même langage de description de l'actualité. Alors, c'est vrai pour l'actualité, mais c'est vrai aussi pour par exemple, si je vais un petit peu plus bas,
ici, dans des exemples, c'est vrai pour des recettes de cuisine. Ici, j'ai une recette de cuisine, par exemple. Donc, le poivré de steak d'autruche sur purée de céleri. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure quand on détaillera un peu cet exemple. Lorsque vous allez sur Internet, maintenant, regarder des recettes de cuisine sur des sites, souvent, derrière, alors pas tout le temps, hein, parce qu'il n'y a aucune obligation de le faire pour les propriétaires du site, les données sont, avant d'être mises en ligne, structurées soit dans une base de données et ou dans un langage XML qui respecte un standard précis. L'avantage de respecter un fameux standard qui est défini à l'échelle nationale ou internationale, encore une fois, là, ce n'est pas pour les actualités, mais pour les recettes, et bien, si vous travaillez en collaboration avec d'autres sites de recettes, si vous respectez tous le même standard de description, notamment basé pour le coup sur le langage XML, à ce moment-là, vous allez facilement pouvoir vous échanger des recettes et afficher on vous envoie, par exemple, je ne sais pas, Louise, tu es responsable d'un portail web de recettes de cuisine, et puis nous, on est tous dans ton équipe et on a nos propres sites de recettes, et si on respecte tous le même standard de description des recettes, on t'en envoie toutes les semaines des nouvelles recettes, et toi, rapidement, grâce à un algorithme qui va nous permettre de traiter les données recettes qui respectent le même standard, elles seront affichées sur le site internet présentant l'ensemble des recettes que tu mets à disposition. Et donc, c'est un langage qui va permettre de rendre l'information interopérable. Et quand je parle, donc là, je parle de 2 exemples, l'actualité, les recettes de cuisine, c'est vrai aussi pour tout ce qui va concerner les horaires de cinéma, etc. Et plus globalement, on va dire maintenant tout type d'informations. Quand on vous parle des boîtes noires, par exemple, dans les avions, l'ensemble des données qui sont générées dans le cadre des vols, avant, pendant et après, sont structurées dans un langage XML. Et lorsque l'on vous dit que l'on va analyser les boîtes noires, en fait, c'est que lorsque l'on récupère les boîtes noires, on les branche sur un ordinateur, et il y a un parseur, un algorithme qui vient parcourir la description XML pour vérifier toutes les données qui sont structurées avec à la seconde près pour dire qu'il y a eu telle et telle action sur l'avion, un coup de vent, etc., qui sont bien structurés en XML et qui vont permettre peut-être d'identifier justement la source du problème du vol en question. Et du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le langage HTML, il persiste. Ah, parce que le XML n'est pas fait pour mettre en forme, il est fait pour échanger. Ah, d'accord. Tu vois, là, on n'est pas sur de la mise en forme. On est en train de, par exemple, sur le cinéma ici, on est en train d'écrire de l'information pour un usage ultérieur qui pourrait être, par exemple, de la mise en forme. Donc, c'est-à-dire on a ce cinéma-là, imagine que tu en es 10 ici, on pourrait avoir un petit algorithme qui est mis en place et qui parcourt ces sites et qui les affiche sous forme de tableau en HTML. Mais ça, c'est un traitement qui serait fait à partir des données. Donc, on structure les données pour différents usages. Donc ça, c'est pour un usage pour afficher sur Internet, dans un tableau, mais pas que. On pourrait aussi vouloir, en fait, on ne veut pas l'afficher sur Internet, mais on aimerait pouvoir se l'échanger, cette liste de cinéma, avec nos collègues qui ont d'autres cinémas, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les autres cinémas, tu vois. Ou pour faire d'autres traitements particuliers pour des besoins autres. Donc, ce n'est pas pour le même besoin, en fait. Donc, l'HTML perdure, évidemment, et évolue, d'ailleurs, d'où le HTML5 qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et alors, si je reprends mon exemple de tout début, je vous montrerai qu'il y a d'autres exemples concrets tout à l'heure sur les flux RSS, par exemple, et pour vous montrer du concret sur des sites. Et alors, si je reviens sur le langage, du coup, ici, donc je vous ai montré l'exemple tout à l'heure du cinéma, donc on imagine ce texte dans un document textuel. Ici, je prends ça, hop, je l'ouvre ici dans un éditeur de texte, hop, voilà, on a ça. Vous, alors ceux qui vont, on ne sait pas forcément, mais si je vous laisse lire cette information non structurée ici, on a une ligne avec l'épée de bois, virgule, sans rue Mouffetard, virgule, métro, Sancier, Daubenton. Donc jusqu'à là, très bien. Là, l'humain, donc vous et moi, on est en mesure de comprendre l'information. Alors on n'est pas obligé de savoir de quoi on parle, puisque si on ne maîtrise pas bien, moi pour le coup je ne maîtrisais pas bien Paris, je ne sais pas au début que c'était un cinéma. Mais on voit bien qu'on a quand même une adresse, et puis on a quand même un métro. Et ensuite, là, on a un nom, donc ça a l'air de caractériser un lieu. Donc ça, humain, on est en mesure de le comprendre. Par contre, l'ordinateur, lui, il ne comprend rien à ça. Et donc, si on lui donne cette information-là, il ne sait pas ce que c'est, et du coup, impossible de mettre en place des algorithmes pour ensuite aller rechercher des informations précises ou des données précises dans cette information. Et alors, d'où le langage. Donc, on a ça, ici, que l'on structure de cette façon-là, en XML, est très peu lisible parce que sur la même ligne, et donc ça se formalise plutôt, on va plutôt donc sauter des lignes, indenter, c'est-à-dire mettre des indentations ici, des espaces de gauche à droite pour
pour justement mettre en avant une structure d'un langage avec une information que l'on va commencer à structurer justement. Et donc ici, on a un fichier qui est XML. Alors je détaillerai après les éléments, hein, juste après, avec une balise cinéma qui va contenir un certain nombre de balises ici, donc avec un nom, une adresse et un métro. Et je parlais d'arbres tout à l'heure, en fait. Ce que j'ai précisé ici dans le langage XML, on l'a ici sous forme d'un arbre. Alors là, on ne respecte pas du tout, comme en base de données, une norme de description avec un schéma bien fait. Là, je le représente juste sous forme d'un arbre pour vous montrer derrière ce qu'il y a, derrière ce fichier XML juste au-dessus. Et donc, on a une balise cinéma ici qui va contenir un nom, une adresse et un métro. Et le nom, donc, ça va être Épée de Bois, l'adresse sans rue Mouffetard et le métro Censier d'Aubenton. Et alors, d'après vous, pourquoi on structure ici l'information sous forme d'un arbre? Si on regarde les différents objectifs qui ont... Pour retrouver plus vite l'information en parcourant les branches de l'arbre plus rapidement. Alors, pour retrouver plus vite l'information en parcourant les branches de l'arbre plus rapidement. Alors oui, et ce n'est pas forcément qu'une question de rapidité, c'est déjà simplement de retrouver l'information, effectivement, grâce au parcours de l'arbre. Puisque en informatique, on met en place des algorithmes. Les algorithmes, il a fallu les penser. Et puis un algorithme, si on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, il ne sait pas faire, évidemment, lui, il ne réfléchit pas. Et donc, on a donc une première balise centrale qui va nous permettre d'être le point d'entrée dans notre ensemble d'informations. Et donc ici, on a la balise cinéma, et ensuite le cinéma, on va le caractériser par un certain nombre de balises. Nom, adresse, métro, on pourrait en avoir d'autres. Imaginons qu'on cherche à identifier tous les cinémas qui sont proches du métro Censier d'Aubenton. Eh ben, on a cinéma ici, on pourrait avoir une autre balise cinéma ici, puis une autre ici, et chacune caractérisée par ces fameux 3 éléments, nom, adresse, métro, avec des valeurs différentes à chaque fois. Et puis au-dessus, on aurait une balise liste cinéma. Et ben, l'algorithme, ce qu'il fait, lui, pour fonctionner, c'est que pour répondre à cette question, moi j'aimerais connaître tous les métros qui sont proches du métro, et tous les cinémas qui sont proches du métro Censier d'Aubenton, et j'aimerais afficher leur nom et leur adresse. Ce que l'algorithme fait, c'est qu'il rentre dans la balise liste cinéma, il vient au premier cinéma, il regarde métro, est-ce que j'ai Censier d'Aubenton? Oui. Donc je récupère ça, nom et adresse, et je le garde en mémoire. Il revient au deuxième cinéma, il regarde le métro, est-ce que c'est Censier d'Aubenton? Si oui, je garde, sinon je ne garde pas. Et il parcourt comme ça l'arbre, cinéma par cinéma, en rentrant à chaque fois donc, dans les balises ici qui caractérisent la balise cinéma. Ce que ça signifie ici, cet arbre, c'est que le nom, l'adresse et le métro sont sous la balise cinéma, et c'est-à-dire qu'ils caractérisent, ou finalement qu'ils définissent, cette balise ici cinéma. D'accord? Donc effectivement, le fait d'utiliser un arbre, c'est pour faciliter le travail de recherche par l'algorithme dans l'ensemble d'informations. Et si je complète un petit peu mon exemple du cinéma de tout à l'heure, ici maintenant je rajoute donc une salle avec un numéro, une place, et puis cette salle, je vais la caractériser par un titre, une remarque, et des séances. Donc on a par exemple le film Alien, donc avec des séances 15h, 18h, 21h. Et on pourrait rajouter une deuxième salle, puis une troisième salle, puis une quatrième salle en dessous. Et on pourrait ensuite, dans notre même fichier, rajouter d'autres cinémas. Et alors cet exemple ici-là, je le représente toujours sous forme d'un arbre que j'enrichis. Donc on a notre cinéma, donc nom, adresse, métro, avec une salle, et puis avec un titre, remarque, séance. On a des séances. Et ensuite, on a donc une deuxième salle, titre, séance, une deuxième séance, et on pourra en avoir une troisième, une quatrième, avec plus ou moins de séances dans les séances avec un S ici. Et donc là, maintenant, on va pouvoir faire des recherches plus complexes pour dire, moi, j'aimerais connaître tous les cinémas qui proposent une séance. Là, il est 14h, le cours finit à 15h. Je suis fatigué, j'en ai marre de tout ce qui se passe là autour dans les cours et tout. On imagine que les cinémas soient ouverts. J'aimerais pouvoir aller voir un film à 16h, hop. Et donc là, on pourrait mettre en place le moteur de recherche pour parcourir l'ensemble des cinémas qui proposent une séance à 16h, et ensuite ça retourne les informations et l'usager peut choisir quel film éventuellement il va aller regarder, et dans quelle salle et dans quel cinéma. Donc c'est un peu comme sur la base de ces données structurées que fonctionnent les moteurs de recherche à la réalité en ligne.
on combine base de données relationnelle et fichiers XML qui structurent l'information. Alors, on verra que, du coup, ce qui serait intéressant de pouvoir aussi voir, je vous poserai la question, c'est dans quel cadre on utiliserait plutôt une base de données relationnelle et dans quel cadre on utiliserait plutôt une base de données structurée en fichier XML. Et ça, c'est une question que je laisse en suspens. Donc, voilà, une arborescence avec des balises qui nous permettent de structurer l'information pour apporter du sens et pour aider les algorithmes ensuite à rechercher. Alors, si je reviens maintenant sur ma recette de cuisine, donc j'ai un cuisinier qui dispose d'une collection de recettes. Donc, on a une recette qui peut appartenir à différentes catégories, apéritif, entrée, plat ou dessert. Donc, la recette dispose d'un titre, d'une image, une recette peut contenir des commentaires, une recette contient des étapes de préparation. Chaque étape de préparation peut être minutée, chaque recette est composée d'ingrédients, et chaque ingrédient a un nom ainsi qu'une quantité. Là, on voit un peu une sorte de représentation de ce que l'on aimerait, un besoin exprimé en français, et on aimerait le représenter en XML, un peu à la façon de la modélisation en base de données. Et donc, cet élément-là, on va donc le structurer en XML avec une collection de recettes, une recette qui a une catégorie. Alors là, pour le coup, ça va être le poivré de steak d'autruche sur purée de céleri, donc catégorie plat, avec une image. Donc, on met un lien vers une image qui existe en ligne, un commentaire, et puis une préparation avec des étapes. Donc, une première étape, peler le céleri, une deuxième étape avec une durée éventuellement, troisième étape, arroser du jus de viande, et puis des ingrédients. Céleri, pommes de terre, sel fin, avec une quantité qui peut être exprimée de différentes façons. Alors, par moment, donc on a des balises ici, avec des valeurs qui sont contenues dans les balises. Donc, on ouvre une balise titre, par exemple, on a une valeur et on ferme la balise titre. Donc, ce qui signifie que ce qui est entre titre ouvrant et titre fermant, c'est le contenu, c'est la valeur qui va se trouver dans la balise titre. Un peu à la façon du HTML pour de la mise en forme. Là, on est vraiment sur les mêmes règles, vous verrez, qui vont être un peu plus précises ici, et on va être un peu plus contraint, ce qui va éviter justement de faire des erreurs pour le coup. Les outils qu'on utilisera nous permettront de corriger les erreurs potentielles que l'on pourrait faire. Et donc on a comme ça une structuration d'information qui va nous permettre de décrire de façon précise une recette. Et là, ce que l'on a ici, la donnée est structurée, mais on n'est pas du tout sur de la mise en forme comme on le voit à droite. Si on souhaite arriver à cette mise en forme-là, à ce moment-là, il va falloir traiter ce fichier XML pour produire le fichier HTML associé ici. Il existe un langage pour ça, on ne le verra pas cette année, mais parce qu'on est plus dans de la programmation qui s'appelle le XSLT, et qui permet de transformer un fichier XML en ce qu'on veut. C'est-à-dire soit en une page HTML, donc quand on tombe sur titre, on l'affiche en titre 1 par exemple, quand on tombe sur la valise d'image, on l'affiche en haut bien dans tel cadre, quand on tombe sur préparation étape, on va plutôt les mettre à un endroit ici, et puis quand on tombe sur les ingrédients, on va plutôt les structurer ici comme ça. Là. Donc ça, c'est des règles de transformation. Et on pourrait également transformer cette recette, donc j'ai dit HTML, on pourrait le transformer en fichier TXT, on pourrait le transformer en un PDF, par exemple, pour pouvoir produire une fiche jolie ou donc, que l'on transmettrait à des collègues en PDF ou qu'on présenterait à l'oral, ou on pourrait transformer en fichier PowerPoint également pour faire une présentation visuelle dans le cadre d'une réunion d'équipe sur tenez, regardez dans l'équipe, là j'ai quelques recettes nouvelles, lesquelles on va mettre en ligne le mois prochain ou lesquelles on va garder pour nous pour le moment. Donc voilà, fichier XML qui peut être transformé ensuite en tout ce qui est langage numérique pour pouvoir être utilisé à des fins différentes. Et alors, si vous avez compris la partie, voilà, en gros, ce qu'est un fichier XML, je vais rentrer dans le détail des éléments de structuration. Et puis ici, cette notion d'arborescence qui permet de montrer l'appartenance d'une balise à une autre pour exprimer de l'information, une structuration d'information. Ce que je vous demande ici, c'est en partant de cet exercice-là, collection, cet exemple-là, c'est de représenter sous forme d'un arbre cette collection de recettes. Donc c'est sûr, là pour le coup, il faut le faire sur papier, ne le faites pas sur ordi. Donc chacun, derrière son écran, là, avec une feuille de papier, me représente, du coup, essaye de me représenter ce fichier XML la collection sous forme d'un arbre, déjà, tel que présenté dans les diapos précédentes ici, par exemple, pour le cinéma. Donc un arbre dessiné avec... Et alors, pour précision, quand je parle d'un arbre ici, on regarde bien, on a bien une balise cinéma ici qui va contenir une balise nom, une balise adresse, une balise métro, une balise salle,
Et une balise salle, elle va contenir une balise séance avec un S, et cette balise séance avec un S, elle va contenir des balises séances. C'est ce qui se passe ici. C'est scrupuleusement la représentation sous forme d'un arbre de la structure qui est ici. Séance sans S est contenue dans séance avec un S, qui est contenue dans salle, qui est contenue dans cinéma. Donc c'est ce qu'on représente ici. Donc ce que je vous demande de faire rapidement, c'est pour voir si vous avez compris l'idée derrière, c'est de prendre cette recette-là, donc exprimée en XML, et donc de créer l'arbre correspondant. Ensuite, on en discute. Moi, je vais vous poser quelques questions, et puis on passe à la suite. Donc, je vous donne même pas, je vous donne 5 minutes, ça suffit largement. Et je vais me faire l'exercice aussi. Si je trouve une feuille de papier.
C'est bon pour vous? Oui. Ouais? Ok. Oui, Donc là, typiquement, je me suis envoyé une idée de solution enfin, une idée, rapide solution par mail. Donc, l'image que vous voyez ici, donc tu vois, moi, j'écris pas mieux que toi, hein, pour le coup, Pauline, Wanda. Bon, je suis allé vite pour ma défense. Donc, on a une première balise collection que l'on voit ici. Donc, une première balise collection qui va contenir donc une balise recette, ici. Alors, recette caractérisée par un plat, titre, image, commentaire, préparation et ingrédients. Tout est au même niveau. Donc, ce que je propose ici, titre, image, commentaire, préparation, ingrédients. Donc, ingrédients, il y en a plusieurs. Tout est au même niveau. Et par contre, dans préparation, on a des balises étapes. Donc, c'est à l'intérieur de préparation que l'on va avoir étape, étape, étape. Alors, je n'ai pas mis les valeurs à chaque fois pour aller vite, mais voilà un peu l'idée de l'arbre. Donc, je ne sais pas si vous aviez des choses différentes, si ça, c'était bon pour tout le monde. N'hésitez pas à dire hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas fait pareil pour qu'on... C'est important de comprendre la structure pour qu'ensuite on puisse avancer sur le langage à proprement parler. Est-ce que, enfin, moi j'ai mis catégorie, après j'ai mis plat. Parce qu'on parlait de catégorie. Ouais, et tu l'as mis où? Je l'ai mis au début, j'ai mis recette, catégorie, après plat. Et catégorie, tu l'as mis en dessous ou tu l'as mis à côté? À côté. Ouais, super, bah, je l'ai mis, ouais, c'est ça, Ok. c'est très bien. En fait, on va voir qu'il y a deux notions, il y a des balises et il y a des attributs. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas langage un peu technique, mais il y a des balises et des attributs. Et donc les attributs, ils sont donc là, dans notre représentation graphique, c'est plutôt des informations qui précisent la balise en fait. Donc là, par exemple, il y a catégorie pour recette, SRC pour image, auteur pour commentaire, nom, quantité et unité pour ingrédient. Donc que l'on met à côté. Mais ce ne sont pas des balises. Donc on a vraiment notre arbre structuré comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est bon pour vous, je continue si vous ne m'interrompez pas, hein, ça signifie que c'est bon pour vous. Hein. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, vous l'avez fait. On utilise. Et donc, je vous pose des questions. Est-ce qu'il est possible d'ajouter d'autres éléments d'information au document ici, du coup? Dans l'arbre que vous avez ou dans le fichier que je vous montre ici, est-ce qu'on pourrait ajouter des balises? Si oui, lesquelles? Dans ce document-là? Ouais, ou dans votre arbre à vous, hein, on peut garder l'arbre, c'est plus simple pour le coup. On peut les ajouter ou pas, les commentaires? On peut ajouter d'autres commentaires si on veut. Ouais. On peut ajouter, alors on pourrait avoir deux titres, mais il faudrait les nommer différemment. J'ai pas vu. Mais surtout, on pourrait rajouter du coup par rapport à la question, on pourrait rajouter notamment, est-ce que d'après vous, on peut rajouter des recettes? Ah oui, si on a collection. Donc dans collection, on rajoute ici une recette. Hmm. Ouais. Et puis une troisième, puis une quatrième, 100, 1000, 2000, 10 000 recettes. Ok. Et est-ce qu'on peut rajouter des ingrédients à ma recette? Finalement, j'ai envie de la customiser encore un peu plus. Et moi, je comprends pas pourquoi vous avez mis 2 fois ingrédients en fait. Parce qu'il est, regarde ici, il faut le mettre 3 fois en fait. Là, il y en avait 3 représentés là. Ingrédients, ingrédients, ingrédients. D'accord. Tu le vois, c'est comme étape. Il y a 3 étapes. Enfin, 3 étapes d'affiché et 3 points de suspension en fait. Il y en a peut-être plus, mais là, c'est pour aller vite. Il y a plus d'ingrédients d'ailleurs. Donc, est-ce que je peux rajouter un énième ingrédient là ici à la suite, d'après vous? on peut, mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux en fait de réunir tout ça sous ingrédients avec un S? Si, complètement. Et puis voilà, comme on l'avait tout à l'heure, je ne sais plus pour le cinéma, il y avait Oui, quelque salle. chose de cet ordre-là. Voilà, Ouais. salle avec un S et puis ensuite salle au singulier. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est important parce qu'on regroupe dans le même nœud les informations qui sont du même sens. Ça, effectivement, là, c'est perturbant. Bon, là, c'est pas grave, mais au niveau algorithmique, on va pouvoir le traiter. Mais c'est vrai que pour faciliter l'accès à l'information et surtout l'apport du sens, il est mieux de regrouper les éléments dans un même, donc les étapes dans une préparation, les ingrédients dans une balise d'ingrédients avec un S, etc. Mais tout à fait, donc bonne remarque. Mais on peut donc rajouter 2, 3, 4, 5 ingrédients si on veut. On peut rajouter des étapes également. On peut rajouter des recettes en dessous. En fait, on peut enrichir le fichier ensuite
comme on le souhaite, en respectant, si on veut pouvoir accéder aux informations, en respectant une structure de base qui existe. Par exemple, si vous rajoutez un ingrédient dans étape alors que les autres sont directement dans la balise recette, ça ne va pas. Il faut que les données qui ont le même sens soient au même endroit, quoi. Et deuxième question que je vous pose, est-ce qu'il faut numéroter les balises, par exemple, si on parle des étapes? Est-ce qu'on numérote les étapes, d'après vous, ou c'est pas la peine? La lecture, elle se fait balise après balise, donc normalement, non. Alors, effectivement, l'outil, lui, quand celle qui est la première dans la liste, pour lui, il va considérer que c'est la première. C'est celle qui va afficher en premier, en tout cas, on pourra la traiter donc, comme la première balise, ça c'est vrai. Mais il y a une autre raison sur le fait qu'il ne soit pas, enfin, il ne faut surtout pas d'ailleurs numéroter les balises qui portent le même sens. Et parce que si la recherche se fait sur une balise en particulier, disons que si on fait une recherche sur étape, on n'aura pas étape 1, étape 2, étape 3, je suppose. Complètement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir ensuite mettre en place des outils de recherche, des algorithmes pour les rechercher dans les balises, si on veut rechercher la liste des étapes, on va rechercher l'ensemble des balises étapes qui sont contenues dans préparation, qui sont contenues dans recette, et on va afficher l'ensemble des étapes. Si on les nomme étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et on ne sait pas d'ailleurs combien on va avoir d'étapes, et ben, si on cherche la balise recette, les informations qui sont contenues dans les balises étapes, on ne va pas avoir l'information puisque si on les nomme étape 1, étape 2, étape 3, c'est une autre balise. Étape 1 n'est pas la balise étape 1 est différente de la balise étape 2. Et à partir du moment où on change le nom, et ben, c'est plus la même balise et du coup on n'y accède plus si le moteur de recherche a été défini en allant rechercher la balise étape. Donc on ne numérote, pas besoin de numéroter pour gérer l'ordre parce que c'est prédéfini en fait dans l'ordre d'apparition des balises. Il ne faut surtout pas le faire parce que ensuite on va avoir des problèmes de recherche d'informations. Donc on a bien notre arbre, on commence à comprendre un petit peu la structure et donc concrètement maintenant sur quelques diapos, je vous montre ce qu'est le langage XML avec des règles à respecter quand on le structure et puis on va passer à un exercice en suivant. Donc, dans un fichier XML, on a ce que l'on appelle un prologue, déjà, qui va permettre de dire que c'est le fichier XML. Alors, le prologue, quand on utilise un éditeur de fichiers XML, ce prologue en question, il est prédéfini, hors de question de l'apprendre par cœur, et il est ici dans cet exemple du cinéma, là, lorsque la première ligne que l'on voit, là, avec la balise point d'interrogation XML, il y a la version du langage XML, donc il en existe deux, on va dire, normalisés. On s'appuie toujours encore sur la première régulièrement pour ce que l'on fait. Donc XML dans sa version 1 avec un encodage particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'ISO, on pourrait utiliser de l'ITF8. Et donc ça, c'est le prologue. Donc c'est une ligne prédéfinie qui dit, en gros, à tout outil numérique pour éditer, traiter du XML, que ça, c'est un fichier XML. Ensuite, on a l'élément racine. L'élément racine, c'est le premier élément, la première balise, qui va encadrer l'ensemble de l'arborescence. C'est notre fameux point d'entrée dans notre arbre, qui va nous permettre ensuite de structurer l'information et surtout aux algorithmes ensuite d'aller rechercher l'information au bon endroit. Et donc il y a une racine et puis ensuite il y a tout un arbre dans cette racine qui va être constitué de l'ensemble des balises qui sont à l'intérieur de cette racine. Alors dans cet exemple des recettes, la racine c'est collection. Et puis tout le reste là, c'est l'arbre. Donc 3 éléments principaux. Sur le premier, on exprime, je disais, la version, l'encodage. Donc, lorsqu'on utilise un éditeur de texte XML et on crée de nouveaux fichiers XML, automatiquement, il nous crée cette première ligne prologue. Donc, bien qu'il existe un certain nombre d'encodages, nous préconisons dans la formation, pour être le plus uniforme possible et puis respecter le plus de langages autres possible, d'utiliser l'encodage donc UTF-8. Qui est l'encodage universel, qui est censé devenir l'encodage un petit peu générique pour l'ensemble des données qui pourraient être structurées. Donc UTF-8 plutôt, ici préconisé. Tac, tac, tac. Alors, hors de question d'apprendre c'est bien de savoir, il va falloir savoir comment est structuré, enfin, quels sont les éléments principaux qui structurent un fichier XML.
Moi, je ne vous demande pas d'apprendre le code précis du prologue, hein, hors de question. Hein. Ça, vous l'avez lorsque vous faites de la technique, on crée un fichier, vous l'avez automatiquement, et si vous voulez changer l'encodage, vous changez l'encodage. Mais on n'apprend pas en détail ce qu'est le prologue, en termes de structuration. Donc ça, je passe même pour l'instant cette diapo-là. Et donc les éléments qui vont constituer donc, notre fichier. On a donc des balises, autrement appelées éléments, qui ne peut pas commencer par un chiffre. Donc il y a quelques règles de... Il n'y en a pas autant, pour le coup, on n'est pas cadré par un langage prédéfini de balises. Hein, comme je vous l'ai dit, on peut définir nos propres balises. Par contre, il y a quand même quelques règles à respecter lorsque l'on définit des balises. Déjà, on ne peut pas commencer par un chiffre, parce que le chiffre a un autre sens dans ce langage, donc on ne commence pas par un chiffre. On peut donc commencer par des lettres. Enfin, on a donc des lettres qui vont constituer. On peut avoir des chiffres aussi ensuite, mais on évite d'utiliser les chiffres en général. Et on ne peut pas utiliser un certain nombre de caractères spéciaux. Donc ça je vais y venir. La syntaxe XML est sensible à la casse, c'est-à-dire que il distingue bien les outils, la majuscule de la minuscule. Donc si vous utilisez une balise, comme pour tout à l'heure, collection, ici je voyais dans l'exemple ici, collection avec tout est en minuscule, ok. Lorsque vous fermez la balise collection à la fin pour dire j'ai fini mon fichier de description des recettes, si vous le fermez avec un C majuscule, lui, il ne sait plus que c'est en lien avec la balise collection du début, parce que comme il est sensible à la casse, il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules telles que vous les avez définies. Et donc, il va falloir s'appliquer à essayer de toujours utiliser la même règle pour vous de description. Donc, soit vous commencez avec tout est en minuscule, ou alors la première lettre est en majuscule à ce moment-là pour toutes les balises, ou alors tout est en majuscule, et pour éviter de vous tromper ensuite dans la description de fichiers. Alors, il est important de comprendre pourquoi le langage XML, c'est important de comprendre un peu comment ça fonctionne derrière, parce que dans votre futur métier, peut-être que vous n'aurez pas à manipuler directement des fichiers XML, mais dès que vous faites de la description documentaire en archivage, en documentation, en bibliothèque ou dans d'autres centres de ressources, en fait, derrière, vous avez régulièrement un langage XML qui est derrière les logiciels. Et c'est important de bien comprendre la façon dont ça fonctionne pour pouvoir prendre la mesure peut-être d'évolution d'outils que vous manipulerez. Et peut-être que vous serez directement amené à manipuler ce type de fichier. Donc je disais sensible à la casse, et puis ensuite, les éléments sont constitués de repères d'ouverture et de fermeture. Donc là, ça se rapproche du HTML que vous avez vu, avec une balise, par exemple, étape qui s'ouvre, et puis une balise étape qui se ferme. Et tout ce qui est contenu entre étape qui s'ouvre et étape qui se ferme, c'est la valeur qui est stockée, c'est la donnée qui est stockée dans la balise étape. Donc on peut avoir certaines balises qui n'ont pas de contenu, et donc à ce moment-là, on va l'écrire comme ça ici. On ferme directement le slash, on n'a pas besoin d'avoir la fermeture comme pour étape ici. On va avoir un slash parce que cette balise va être caractérisée que d'attributs. Je vais vous donner des exemples concrets ici, juste plus haut. Je reviens ici, on voit qu'on a par exemple une balise titre qui s'ouvre, le titre elle se ferme, donc classique. On a une balise image ici, et on a la source de l'image, mais on ne veut pas stocker d'informations dans la balise. À ce moment-là, on va directement la fermer comme ça, puisqu'on n'a pas d'informations à stocker dans la balise. On a un attribut qui va caractériser cette balise-là. C'est un peu la même chose ici pour une étape, où on a une valeur. Alors cette fois-là, on a une valeur dans l'étape. On ouvre, et puis on ferme à la fin. Et on peut également rajouter, outre cette valeur, on peut rajouter un attribut. Et donc, si on continue, dans ingrédients, là, on va stocker un certain nombre d'attributs, et puis on n'aura pas de valeur associée. On peut un peu tout faire en XML, dans le sens où on peut soit définir des attributs, soit stocker des valeurs. Ce que je préconise Alors, pourquoi des attributs? Parce que donc, les attributs vont nous permettre d'identifier les éléments, donc avec des clés primaires, comme on a vu en base de données, des identifiants. Donc, on n'appelle pas ça clé primaire en XML, mais c'est le même principe. On va pouvoir utiliser un attribut ici pour identifier une recette. Alors, ce n'est pas catégorie, ça sera ID1 par exemple, ID2, ID3, ID4, ID5. À ce moment-là, on a besoin de l'attribut pour faire ça. Et on va plutôt utiliser des attributs lorsque l'on va stocker des valeurs numériques ou des dates ou autres sur lesquelles on va effectuer des opérations de calcul ou de traitement. Traitement de calcul, du coup. Et donc, on va plutôt stocker, par exemple, les quantités. Moi, j'aimerais connaître toutes les recettes qui... Par exemple, ici, toutes les recettes qui durent moins de 20 minutes, parce que je n'ai pas trop de temps aujourd'hui, j'ai 20 minutes, et j'aimerais pouvoir avoir dans ma liste, dans ma base de recettes, toutes celles qui durent moins de 20 minutes dans leur ensemble. Et donc,
À ce moment-là, l'algorithme, lui, va faire les petits calculs qui vont bien pour aller rechercher les durées, faire l'addition à chaque fois, et puis avoir donc et retourner que les recettes qui ne concernent que les recettes qui durent moins de 20 minutes. Et donc, à ce moment-là, pour ces valeurs numériques, il est préférable d'utiliser les attributs. Pour tout ce qui est valeur textuelle, où on stocke simplement de l'information ici, on va plutôt mettre ça sous forme d'une valeur dans une balise, comme pour étape là, comme pour le titre ici. Et donc, lorsque je monte cet ingrédient ici, non devrait plutôt être à l'intérieur de l'ingrédient et on fermerait dans ce cas-là la balise ingrédient. Ce n'est pas le choix qui a été fait ici, les deux sont possibles, mais dans les préconisations du langage, j'utilise cet exemple pour vous dire ce qu'il faut faire justement ou ne pas faire. Donc on a nos fameuses balises, et puis on a quasiment fini. On a des attributs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc un élément ou une balise peut être composé d'attributs. Donc étape ici va être composée d'un ou plusieurs attributs. Donc on a dur min pour durée minimum, dur max pour durée maximum. Et on pourra en ajouter d'autres. Hein. On ajoute nos propres attributs si on le veut. Ingrédients constitués de céleri, de QTE, enfin de nom, d'un pardon, de QTE pour la quantité et puis d'unité. Tac, tac, tac. Donc des attributs. Les valeurs des attributs sont à mettre entre guillemets. Donc on a un attribut, le nom de l'attribut égale sa valeur, le nom de l'attribut égale sa valeur. On peut donc avoir des attributs qui sont des identifiants pour ensuite pouvoir faciliter la recherche d'informations. Donc je donne un exemple rapide, mais j'y viendrai dans les exercices ici, c'est-à-dire que imaginons une base de données dans une entreprise où on stocke l'ensemble des personnes qui bossent dans l'entreprise, donc caractérisées par un identifiant avec un attribut identifiant et puis le sexe, et donc des balises prénom et nom. On pourrait très bien avoir le genre ou le sexe ici, hein, pour le coup. Et puis, on a dans notre base de données XML également des informations sur les différents services, avec également un identifiant, et puis le nom du service, le responsable du service et les employés. Pour éviter d'avoir à répéter l'ensemble des informations du coup du responsable, on va simplement faire référence à un identifiant qui se trouve dans la liste des personnes qui a été définie dans mon fichier XML. Donc la possibilité d'utiliser des identifiants pour nous permettre de rechercher de l'information décrivant un élément précis. Donc là, en l'occurrence, les personnes. Monsieur ? Oui. Le micro, il est fermé. Ouais. On ne t'entend pas, Marc. Ah, je sais, mon ordi galère. Je disais, c'est un peu le même principe que l'HTML avec le CSS. Oui, si tu veux, sauf que l'HTML, CSS, tu pointes un élément pour le mettre en forme. Ouais. Sauf que là, c'est pas pour de la mise en forme, c'est que tu pointes un élément pour... Moi, j'aimerais connaître, par exemple, le nom et le prénom de l'ensemble des responsables de l'ensemble des services. Et donc, il va parcourir l'ensemble du fichier service, il va afficher le nom du service, et puis ensuite, il va arriver là, il va prendre P1, l'algorithme va aller rechercher le nom et prénom de P1 correspondant, et il va l'afficher à l'écran. On va pouvoir mettre en place des requêtes de ce type. Mais... Oui, enfin, c'est un peu le même principe, mais c'est pas pour de l'affichage sur le web. Ouais, mais en gros, c'est un fichier à part, il y a une liste et on tape dedans dès qu'on a besoin de mettre les infos. Tout à fait. Okay. Et ça évite de la répétition. Donc, mais ça se rapproche plus de la base de données avec nos clés primaires et clés étrangères, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une clé primaire qui est l'identifiant, et là, en fait, on crée une clé étrangère, on verra qu'on appellera ça ID et IDRF, et on fera une référence vers un identifiant qui va caractériser une personne avec un nom, un prénom, une adresse, un téléphone, etc. etc. On est plus proche de ce qui se passe. Là, on est vraiment sur de la base de données, en fait, plutôt. Mais bon, c'est dans le principe de l'appel à une référence, comme tu peux voir effectivement en HTML, CSS. Et donc, on a quasiment fait le tour, c'est-à-dire qu'on sait définir nos balises. On a notre structure de départ avec ici, avec un prologue, racine, arbre. Tout ça, c'est constitué de balises donc, ou d'éléments. Hein. Dans le vocabulaire aussi en XML, on parle d'éléments, donc de balises, donc, que l'on nomme sensible à la casse, on n'utilise pas de chiffre au départ, etc. Pas de caractères spéciaux. Il peut y avoir des balises ouvertes et fermantes ou alors des balises vides. On a des attributs, et puis on peut, dans les attributs, avoir des identifiants. Les identifiants, j'insiste pas trop dessus, il faut juste comprendre que ça existe pour l'instant. On peut ajouter des commentaires dans les fichiers XML pour dire que, voilà, comme ça, ça nous permet de décrire un petit peu notre fichier XML. En l'occurrence, si je vous demande
de faire un petit exercice en XML dans le cadre d'un projet, imaginons que je vous donne un exercice à faire et vous serez noté dessus en janvier, imaginons. Eh ben, il sera bienvenu de rajouter des petits commentaires dans votre exercice pour expliquer ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Donc le commentaire permet d'expliquer à chaque fois ce que l'on fait ou ce que l'on rajoute. Et le commentaire, on utilise pour ça les balises comme ça, là, ouvrantes avec le point d'exclamation et les 2 tirets. Et puis pour fermer le commentaire, pour arrêter et dire au logiciel, bah là on a fini le commentaire, c'est les fameux tirets avec la balise fermante, ici. Donc on peut faire des commentaires. Et puis on a un certain nombre, il n'y en a que 5, il ne faut pas les connaître par cœur, mais il faut savoir que ça existe. On a 5 caractères qu'il ne faut surtout pas utiliser. On n'utilise pas les caractères spéciaux de toute façon dans les balises, on évite les accents, etc., parce que ça pose problème aux outils informatiques. Et donc, on ne définit pas des balises avec des caractères spéciaux, mais il y en a surtout 5 que l'on ne peut pas utiliser parce qu'ils sont utilisés dans le langage XML. Notamment ici le « et » là, que vous avez là, la balise ouvrante, la balise fermante, les guillemets et les quotes. Et si je remonte plus haut dans les exemples, ici, on voit qu'on utilise donc balise ouvrante fermante pour nos fameux éléments, nos fameuses balises là. Nos guillemets pour les valeurs des attributs, on peut aussi utiliser une cote. Et puis, il y a le « et » commercial qui va servir à autre chose. Et donc ça, on n'utilise pas ces caractères-là. Et donc lorsque vous saisissez, alors on ne les utilise jamais en fait, c'est-à-dire que on prend par exemple les guillemets ici, le « et » cote là. Si je reviens sur mon exemple de recette de cuisine de tout à l'heure, lorsque l'on est ici, si dans le titre « Poivré de steak d'autruche sur purée de céleri », ici on voit qu'il y a une cote là, dans la valeur, et ben ça va poser problème parce que lui, il va croire qu'il est en train de tomber sur un caractère spécial du langage et qu'il faut faire quelque chose. Ou si j'avais une guillemet, ici, par exemple, après de céleri, il y aurait appelé, entre guillemets, puis le nom de la recette qu'un chef donnerait. Et bien, si on utilise les guillemets dans une valeur, ça va poser problème parce que lui, l'outil qui interprète le langage, le logiciel, il va croire qu'il y a quelque chose à faire en XML et ça va planter. Il va croire qu'il va tomber sur un attribut. Donc, si vous voulez utiliser une cote ou des guillemets ou l'un de ces 5 caractères dans les valeurs que vous allez stocker dans les données, les valeurs des données que vous allez stocker, pardon, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser à la place ces caractères qui sont ici. Donc, si on veut utiliser une guillemet, il va falloir utiliser ça. Si on veut utiliser une cote, il va falloir utiliser ça. Évidemment, pas apprendre par cœur. Il faut juste savoir que ça peut poser problème, et ça pose encore problème en 2020 dans les logiciels de traitement de l'information et de la donnée. Et donc, si je vous donne l'exemple ici, là, donc dans un commentaire, si je veux écrire, donc là, en l'occurrence, on voit « et commercial à cote », ça correspond à ça, donc c'est une petite cote, c'est « j'ai dit », alors ça correspond à quoi? Ça, c'est ici, entre guillemets, 4, alors, et commercial GT, donc plus petit que 2, fermez les guillemets, donc là, la phrase, c'est « j'ai dit 4 plus petit 2 », bon, ça n'a aucun sens, mais si on voulait écrire ça, il faudrait le codifier de cette façon-là pour que ça ne pose pas de problème aux différents logiciels qui vont permettre de structurer et éventuellement de traiter l'information XML. Donc c'est la seule petite difficulté, nuance que l'on a dans ce langage. Donc on a des éléments qui vont former la structure des documents avec un arbre. Donc on parle souvent donc, de parents, d'enfants, de frères qui sont au même niveau ou de sœurs. Les éléments peuvent être vides, je l'ai dit, contenir du texte. Et à noter, dernière chose, que l'on ne peut pas faire de ce que l'on appelle de chevauchement entre les balises, c'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure dans notre collection de recettes, dans notre recette, on avait préparation qui contient une étape. On doit fermer l'étape avant de fermer la préparation. Parce que sinon, lorsque l'on va lancer des outils d'interprétation de ce langage pour faire des recherches dans les listes des recettes, on va arriver sur préparation, il va arriver sur étape, il va essayer de chercher la valeur qu'il y a dans l'étape, et lui, il va retomber sur une balise préparation, et l'outil va être complètement paumé, ça va planter. Un bug, et du coup, ça va planter, et puis on ne pourra pas traiter ce fichier parce qu'il ne respecte pas les règles du langage XML. Donc, pas de chevauchement. Si on respecte les 3 diapos de règles que je viens vous donner, on respecte la structure du langage XML, et on dit à ce moment-là que le document XML est bien formé, c'est-à-dire qu'il respecte les règles de description d'un fichier XML. Et alors du coup, ici, si je vous donne ce fichier-là,
Là, je vous montre ce fichier ici, là. Par rapport à ce que je vous ai dit depuis le début, est-ce que ce fichier est correct? Il est bien formé? Ou pas? Et si tel est le cas, si ce n'est pas, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, il n'y a pas de balise racine. Enfin, d'éléments racine. Il n'y a pas la racine, et avant, déjà, il n'y a pas non plus Le prologue. Ouais. le prologue. Donc, il manque déjà ces deux éléments-là, effectivement. Il y a des majuscules au lieu des minuscules pour ouvrir et fermer les balises en bas. Là. Bah, ici, on peut... Ici, là, tu veux dire ici, par exemple, sur nom? Non, en bas, le P est majuscule Ah, et tout en bas, ouais. fermé en minuscule. Ouais, tout à fait. Alors, mais déjà, ici, donc, nom, est-ce que ça va? Ouais, donc s'il n'y a pas de commentaire, c'est que tout va bien. On a bien une balise et puis elle s'ouvre, elle se ferme. Hauteur, ici, pareil, on est bon aussi. Ouais. Euh, Il y a des caractères spéciaux. alors ici, on va avoir des problèmes, c'est que déjà, on n'a pas de guillemets qui permettent de dire que la valeur de l'attribut holder, c'est Eric Lewis Morgan. Et donc lui, l'ordinateur, il va être perdu, il va avoir ça, Eric, et ensuite, il va avoir un espace, il est complètement paumé, il ne sait plus ce que c'est, donc lui, il est perdu. Donc il faut mettre la valeur de l'attribut entre guillemets. Donc on a un premier problème ici. Et ensuite, effectivement, on a un caractère spécial, là, élevé, commercial dans la valeur Morgan & Co. Donc ça, il faut le transformer avec le petit code que l'on a vu au-dessus. Ensuite, on a des ingrédients. Donc là, on ouvre ingrédient avec un S et on le ferme sans S. Donc ça, l'ordinateur va dire, alors on verra que l'outil que l'on va utiliser pour faire du XML, lui, il nous dira quand il y aura des problèmes. Ça ne sera pas à vous de le chercher, j'ai oublié un S. Il va vous mettre en rouge le souci. Si vous ouvrez une balise ingrédient, dès que vous allez l'ouvrir, il va vous proposer la balise fermante. Là, pour le coup, vous allez avoir des petits outils qui vont vous aider à faire. Mais voilà, il est possible qu'à un moment donné, l'outil ne soit pas suffisant et qu'il faille vérifier si on n'a pas fait une connerie pour que le document soit bien formé. Donc là, on a un problème avec le S. Liste ici, c'est bon pour la balise liste. Par contre, item, il y a des problèmes. Il faut fermer. Il faut fermer à chaque fois, effectivement, parce que du coup, lui, l'outil, il ne sait pas quand est-ce que s'arrête la valeur, donc on a un problème. Le et ici, il faut le transformer. Et puis, alors on disait tout à l'heure le P, effectivement, souci, parce qu'il est ouvert en majuscule et il est fermé en minuscule, donc on respecte, ici, pardon, excusez-moi, on ne respecte pas la casse. Donc bien joué. Et puis, et alors là aussi, on a un souci. Chevauchement. Problème de chevauchement. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour de tous les petits soucis. Alors comme je vous dis, quand vous créez un fichier XML, vous verrez dans l'éditeur, ça sera, c'est pas comme ça dépend des éditeurs que l'on a en HTML, mais c'est un peu comme j'utilisais ici, moi ici là quand je fais du HTML, je fais, vous voyez, je propose et il me le ferme directement. J'avais prévu mon petit exercice HTML à vous montrer, donc je vais absolument vous le montrer avant de partir. Mais voilà, il y aura des éditeurs XML qui seront du même principe, c'est-à-dire qu'ils vous aideront, ils vous accompagneront, et en plus de proposer les balises fermantes, il y aura un bouton où on cliquera pour voir est-ce que le document est bien formé. Et donc, si il n'y a pas d'erreurs qui sont générées à ce moment-là, c'est que vous aurez bien structuré votre fichier XML. Donc, voilà. Donc ça, c'est le langage. Alors, à la base, ici, sur le travail, il est question de faire des exercices. Donc, je ne vais pas vous donner d'exercices à faire à la maison d'ici la prochaine séance, puisque vous avez déjà l'HTML à faire. On ne va pas charger la barque. L'idée, justement, c'est d'alléger un petit peu aujourd'hui. Donc, on fera des exercices ensemble à la séance prochaine. Moi, je vais continuer un tout petit peu plus sur la partie théorique du coup. Donc, il existe des logiciels. Si vous êtes amené plus tard à traiter et manipuler des documents XML, il y en a des gratuits, mais les gratuits en XML, c'est pas top du tout. Et donc, le conseil très clair à utiliser pour ce type de langage, c'est d'utiliser le logiciel qui s'appelle Oxygen Editor, avec un environnement qui est vraiment fait pour. C'est le leader largement sur le marché. Pour une entreprise ou une structure, et même du public, pour le coup, je dis même du public où il n'y a pas toujours de budget, c'est pas quelque chose qui coûte cher. On est à l'ordre de 100 €, même pas de licence. Sans abonnement, je parle évidemment, parce que maintenant il y a la mode de l'abonnement sur les licences. Et donc si j'ouvre un exercice XML ici, il est plus présent. Forcément, il n'est pas là. Comme j'ai déplacé tous les trucs, alors c'est pas grave. Je vais aller chercher un petit document rapidement.
pense que je vais en trouver un dans votre tac, zip txt. Non, sur l'HTML. Hop, hop, hop. Quoi qu'il va m'ouvrir aussi le. Il va m'ouvrir le HTML, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave du tout. Ah oui, je m'avais. Test. Ok, bah forcément, il est vide. Donc on va avoir vraiment un éditeur qui va être pratique et qui va, avec des boutons où on pourra vérifier si est-ce qu'on est un fichier valide, bien formé, etc. etc., etc. Donc, et là, on pourrait créer des projets avec des outils qui nous facilitent aussi les étapes de transformation si on veut transformer ce fichier en fichier HTML plus tard. Donc, en termes de logiciel, voilà, si jamais un jour vous avez à faire du XML, je vous conseille vraiment plutôt cet environnement de travail qui est vraiment professionnel. Alors, donc on passe un peu les exos au départ, et si j'en reviens, du coup tout à l'heure je disais que le XML est utilisé partout. En fait, donc vous savez tous ce qu'est un flux RSS? Oui. Pour l'exemple concret? Oui, tout le monde? Oui. Non, moi, je sais pas. D'accord, flux RSS, très simple ici. Bah alors en fait, c'est ça, ici, mais à la base, la question n'était pas comment c'est structuré, c'est ce que vous savez ce que c'est. Si je vais ici sur... c'est un flux d'actualité en gros, flux d'informations qui arrive. Qu'est-ce que on ne supporte plus là, toutes ces questions qui sont posées tout le temps. Donc là, par exemple, je suis sur le portail dumonde.fr, je vais ailleurs sur l'équipe.fr, donc rien à voir, et ainsi de suite. Je pourrais vous donner d'autres sources d'informations. On va s'appuyer simplement sur ces deux-là. Ici, tout ce que vous voyez, alors avant c'était formé un peu différemment, c'était un petit menu à droite ici. Tout ce que vous voyez là défiler en termes d'actualité toutes les minutes, 2 minutes, 3 minutes en fonction de l'actualité qui arrive, ça c'est un flux RSS en fait. D'accord? Et sur l'équipe, donc pour le coup sportif, donc presse sportive, on a également un certain nombre de flux qui arrivent là, des heures données, des timings donnés, avec un titre et puis des informations. Alors, en l'occurrence, sportive. Ici. Et si je suis donc je cherche les flux RSS du monde, en fait, on a une liste, qu'est-ce qu'un flux? On a donc chaque organe de presse, mais pas que. Hein. Vous pouvez créer votre propre flux RSS pour générer et puis diffuser de l'information. Donc là, par exemple, sur les flux RSS du monde, ils sont classés, il y en a plein. Il y a le flux à la une, en continu, donc autour des actualités. À l'international, on a Europe, etc. Et donc, on a des flux centrés par thématique, sous-thématique. Donc, par exemple, ici, planète, là, une planète. Alors, en l'occurrence, il n'est pas installé, celui-là. Les décodeurs. Ah oui, mais comme j'ai refusé tous les usages il va me refuser l'accès. Donc, il va falloir me faire compte. Il va refuser aussi, parce que j'ai refusé l'accès. J'ai dit non tout à l'heure à l'usage des cookies, et donc du coup, il me bloque un peu sur l'accès. Mais ce qui est derrière, pourtant, je vais vraiment aller jusqu'au bout. Aucun lecteur RSS n'est installé dans son fiche. Hop. Ok. Alors, attendez, on va le faire plutôt sur un autre navigateur. On est de plus en plus contrôlé par nos outils logiciels, ça devient dingue. Alors, sur Firefox, putain. Du coup, pour les exercices, on va travailler aussi sur Notepad? Non, on va utiliser un éditeur en ligne adapté. D'accord. Okay. Très installé, il sera en ligne. Non, pas de Notepad. Donc, justement, un truc qui est suffisamment intelligent, entre guillemets, pour comprendre le langage XML. Et à la fois dans sa structuration où il va coloriser, parce que Notepad, il peut coloriser
du XML, mais par contre, il ne peut pas dire si le fichier il est bien formé ou pas. Les flux RSS du monde, j'y reviens. Donc, je suis sur ma fameuse. On va tout accepter là pour le coup. Si je vais à la une, voilà. Et donc, j'ai pris le flux à la une ici, ou de l'actualité. Hop, et ça, c'est un fichier XML en fait derrière, un flux RSS, constitué donc d'une description du flux. Donc, on est sur le monde, actualité, info en français dans le monde, avec une description de ce flux, copyright, etc., etc. Et ensuite, on va avoir des items. Et chaque item, c'est un élément d'information. Donc là, on a un item ici avec un titre. Donc on a une première info. Nous construisons avec toutes ces lois sécuritaires les outils de notre asservissement de demain. Et puis donc avec une date, une description, éventuellement une image associée, etc. etc. Et on a peu d'éléments. C'est assez simple en fait comme le flux RSS comme structure. On a un deuxième élément qui constitue notre flux, un troisième, et puis on en a 10, 15, 20, 100, des milliers en fait. Et qui sont définis, enrichis à la seconde ou à la minute ou tous les jours. Vous pouvez configurer vos navigateurs pour accéder à ces flux et ensuite ça va fonctionner. Alors ici, ça va être dans les outils de sur Firefox, je ne sais plus, mais je sais qu'on peut se connecter là donc ici avec au flux RSS en question. Et vous pouvez configurer le fait que lorsque vous arrivez vous ouvrez votre navigateur, vous ayez le flux de telle source qui arrive. Et en fait, il suffit de se connecter ensuite à ce flux RSS ici, de celui-là, là, qui est nommé par son adresse, son URI, donc avec l'URL lemonde.fr, et puis avec la précision, c'est donc du RSS, et il se trouve dans une.xml. On voit que c'est un fichier XML. D'accord ? Imaginons que, sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, les exemples que je donnais tout à l'heure, on a donc notre fameux, là on a lemonde.fr, ici c'est l'actualité dans son ensemble qui est affichée. Lui, il pourrait se dire, bah, en fait, on va définir de se connecter qu'à l'actualité politique actuelle, et pas sportive, etc. Et donc, on n'afficherait que les éléments qui proviennent ici du flux qui est défini par l'actualité politique. Et simplement en configurant le lien, en allant juste changer le nom du lien derrière dans la page HTML qui est derrière le code source pour pointer vers le flux en question, si on change le flux, on change les informations qui sont affichées. Puisqu'en fait, ici, les informations ne sont pas stockées en dur, elles sont stockées dans un flux RSS qui est en langage XML. Et ensuite, ici, ce module-là de la page du monde se connecte à ce flux et affiche les éléments qui sont ajoutés à ce flux au fur et à mesure. D'accord ? Et si on va jusqu'au bout du coup de l'idée, ici, on est donc sur l'équipe.fr et sur ce portail-là, donc il y a son propre flux d'informations. Également, si on recherchait, finalement, c'est le concentré de plusieurs flux sportifs sur différents types de sports, etc. Si jamais les responsables du site web de l'équipe se disent du jour au lendemain, à l'instant T, bah, écoutez, là, ce qu'on va afficher ici, bah, on ne veut plus voir les actus sportives, mais on veut voir les actus qui proviennent donc à la une du monde.fr. En 2 clics, ils changent le lien qui est scruté par ce bloc-là et qui affiche les informations ici. Ils changent le lien, ils pointent vers le flux du monde actualité, et là, automatiquement, vous n'aurez plus ces informations-là, mais vous aurez toutes les informations qui sont stockées dans le fichier XML qui à la une du monde. D'accord ? Donc l'objectif à la base du flux RSS, c'est de structurer de l'information de façon simple pour ensuite être utilisé ou réutilisé de différentes façons avec différentes mises en forme. Tout ce qui est la mise en forme ici avec l'horaire en petit gris, le titre en gras, etc., c'est de la mise en forme définie par les développeurs web de l'équipe.fr. Ici, c'est une mise en forme qui est donc avec les horaires en bleu, avec alerte éventuellement, et puis avec un titre souligné en gras. Et uniquement ça, il n'y a pas d'image. Certains autres sites web vont aussi ajouter des petites images à côté. Et ça, c'est de la mise en forme. Et qui met en avant justement le fait maintenant de décomposer le contenu qui est dans des flux RSS structurés en XML. Là, on a le contenu que l'on décrit. Et ensuite, on en fait ce qu'on en veut. Soit on fait des traitements dessus, soit on l'affiche d'une façon ou d'une autre sur un portail web, donc comme je vous ai montré sur l'équipe.fr ou sur lemonde.fr. Et derrière, en fait, c'est tout simplement du XML. Et très simplifié. On a 5-6 balises qui définissent un flux. C'est hyper simple. Et à la suite, là je continue, c'est que des items qui définissent donc le contenu. Donc, voici ce qu'est un flux RSS. Et si je reviens à mon cours, en fait, c'est ça, c'est des balises avec, alors là je le résume, hein, donc c'est un fichier XML avec un prologue, avec une racine,
Et puis ensuite, avec des canaux, avec donc, des items ensuite dedans, avec un titre, description, etc., etc., etc. Et donc vous, là, si je vous mets à travailler dessus pendant une semaine, à définir l'actualité de la formation et d'autres choses, je vous mets sur un sujet de veille, vous seriez en mesure de me générer un flux de 100, 200 informations sur le sujet en l'espace de quelques jours. Et vous pourriez participer, imaginons que vous soyez embauché par la DBS. Donc vous savez tous ce que c'est la DBS? Oui, évidemment. Oui, je ne sais pas, je préfère poser la question, c'est et donc on imagine que vous soyez embauché par la DBS, et bien, outre le fait de travailler éventuellement à la mise en forme du site ou à la gestion de l'information derrière, vous pourriez être amené à gérer l'ensemble de l'actualité qui est en lien avec la DBS et sous forme de flux RSS que vous iriez collecter sur d'autres flux, éventuellement produire vous, en XML avec un flux RSS qui est derrière, à afficher ensuite ici quelque part dans un blog qui dirait voici les actus toutes récentes. Donc voilà, flux RSS. On a d'autres éléments. Lorsque vous voulez faire par exemple du dessin en ligne, donc il existe maintenant un format qui s'appelle le SVG. Le SVG, en fait, c'est du XML dans lequel, donc, qui est interprétable par le navigateur web, mais pas que, par des outils. Et on va définir donc des formes, des rectangles, des lignes, des cercles, etc. pour faire du dessin. Et tout ça sur la base d'un langage structuré sur la base d'une norme SVG définie sur la base du langage XML. Le RSS, c'est également une norme de description basée sur le langage XML. Donc là, on va plus loin que le cadre classique du XML, dans le sens où on a un langage au départ de balisage que l'on définit comme on souhaite, nos propres balises, ou alors on décide de, moi j'aimerais bien pouvoir plutôt travailler avec des gens qui ont déjà réfléchi à la façon de structurer l'information dans le domaine dans lequel je suis. Et bien, par exemple, pour structurer de l'information de façon classique maintenant en ligne, c'est du flux RSS. Si vous voulez structurer de la définition de documentation, par exemple, dans le cadre du monde des bibliothèques, quelles normes existent simples dans le monde de la documentation en bibliothèque? Le Dublin Core. Exactement. Et donc le Dublin Core, par exemple, l'un des plus simples et le plus utilisé, pour le coup, il existe la version, donc le Dublin Core est aussi standardisé, normalisé en XML. Pour le coup, avec les fameuses balises qui sont structurées en XML, et ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser cette norme déjà existante, où vous ne réfléchissez pas au nom des balises. Ici, on réfléchit simplement au contenu que l'on va mettre dans ces balises. Et ensuite, si vous travaillez avec une équipe donc informatique ou dans le cadre dans votre travail, qui met en place des algorithmes pour parcourir l'ensemble des données Dublin Core que vous produisez vous ou votre équipe, vous allez pouvoir créer des moteurs de recherche pour aller rechercher ensuite l'ensemble de la documentation par titre, par date, etc., comme les moteurs de recherche de l'université ou d'ailleurs. Parce qu'on décrit l'information dans un langage qui est basé sur du XML. Et alors tout à l'heure, c'est pour boucler, pour finir avec un autre, on parlait du HTML, donc certains disaient c'est un peu comme le HTML. En fait, oui, on a des balises, effectivement. Donc, je disais moi au début, on différencie du HTML en sens où on ne met pas en forme. Par contre, vous avez commencé à faire du HTML, vous, un petit peu, et on se rend compte rapidement qu'en fait, les navigateurs Internet, ils interprètent beaucoup le HTML. Et le HTML n'est pas contraint par les différentes règles que je viens de vous énoncer sur il faut bien ouvrir une balise, bien la fermer, pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans les fichiers. Et comme le navigateur interprète les choses, si je suis ici sur Google là, et je vais sur Firefox. Okay. Donc là, on a recherche, j'ai de la chance. Et puis, je suis ici. Hop, et je voulais aller là, pardon, ici. Ok, tac, on a ça. Alors, si on parcourait en détail, pour le coup, là, sur une page simple, maintenant, ça commence à ne plus être le cas. Non, ça a l'air d'être encore que l'image n'est pas structurée pareil. En fait, ici, lorsque l'on voit les deux, même dans la police, finalement, c'est pas la même chose. Si je compare, alors je monte et je descends, hein, désolé de vous faire mal au crâne. Si je compare sur Firefox et sur Safari, là, les deux navigateurs, la page de google.fr, elle n'est pas exactement mise en forme pareil. Pourtant, il y a de la donnée simple. Hein. On n'est pas sur la même police ici dans les boutons. Et voilà. Donc, on n'est pas exactement sur la même police, et ça, c'est parce que le navigateur se permet d'interpréter un certain nombre de choses.
Et pour en revenir au XML, pour éviter de laisser la place au navigateur d'interpréter et surtout de corriger des possibles erreurs que l'on fait lorsque l'on fait des fichiers XML, donc à ce moment-là, pour éviter des problèmes d'interprétation et de mauvais affichage en ligne, parce que quand il y a des gros fichiers HTML à faire, on peut oublier de fermer une balise, par exemple H1 ici, le navigateur il va comprendre, même si elle n'est pas fermée, que c'est un H1, il va réussir à interpréter. Pas tout le temps, mais souvent il y arrivera. Pour éviter ce type de souci, donc, il y a la norme XHTML qui a été définie, et qui est donc le HTML respectant les règles scrupuleusement qui sont définies pour définir scrupuleusement notre fichier HTML. Donc, lorsqu'on ouvre une balise, on le ferme. Lorsqu'on n'utilise pas les caractères spéciaux et commerciaux, etc., pas de chevauchement, toutes ces règles sont appliquées et on ne peut mettre en ligne, si on dit qu'on respecte la norme HTML, XHTML 1.1, à ce moment-là, ça doit passer par un outil qui vérifie que notre fichier HTML est bien formé. Et le navigateur, ensuite, web, l'interprétera tel quel. Donc voilà pour ce qui est donc il existe des normes de description XML donc pour faire des formules mathématiques, pour décrire des documents multimédia, pour décrire en Dublin Core les documents dans le monde de la documentation en bibliothèque, mais pas que le Dublin Core, pour décrire les partitions de musique, pour faire des graphes, pour faire donc les recettes de cuisine, le docbook, on parlait de la TEI pour décrire des documents. Donc il en existe des milliers, des pièces d'usine, des pièces, tout ce qui est dans l'aéronautique, Airbus. Donc il y a des standards ou des normes de description qui ont été définies et qui continuent à être définies. Et donc avant de commencer à vouloir décrire son propre contenu, on préconise d'aller regarder déjà ce qui existe par ailleurs pour être le plus interopérable possible. Si vous définissez des recettes et vous vous appuyez sur une norme de description déjà existante, vous allez peut-être pouvoir ensuite essayer de collaborer ou de rentrer dans un cadre où déjà des gens utilisent ce que vous êtes en train de faire, notamment pour échanger des recettes, comme je le disais au départ. Voilà, en gros, l'introduction au XML, la description du langage, pas compliqué du tout, pour le coup. À la limite, même peut-être plus facile que l'HTML, dans le sens où on n'est pas cadré par un langage prédéfini. Et donc, la suite, ça sera de faire un ou deux exercices en XML pour montrer un peu de manipuler, et puis de rentrer un peu dans le vif du sujet pour que vous compreniez un peu les enjeux derrière de structuration. Et on testera des outils pour vérifier que le fichier est bien formé. Et je ferai une différence ensuite avec la notion de valide. Donc, pour conclure, on a donc des documents bien formés lorsqu'ils respectent le langage XML, les règles de structuration du langage, et on dit qu'un document est valide en XML lorsqu'il respecte une norme donnée. Par exemple, il va être valide selon la norme recip-ml si on respecte bien toute la structuration du fichier qui est définie dans la norme recip-ml. Il est valide Dublin Core si on respecte bien la norme Dublin Core définie en XML, etc. Donc on a deux notions différentes. Ça, c'est important également à retenir, à noter pour des éventuelles questions en examen, la différence entre bien formé et valide. Voilà, en gros, pour ce qui est d'aujourd'hui.